Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Un chiffre à la une ce soir, 5 milliards de bénéfices générés par la mendicité au profit des maîtres coraniques tous les ans. Vous partagerez dans ce journal les différentes réactions sur ce rapport produit par des chercheurs sénégalais. En route vers la relance du secteur de la culture, après la levée des restrictions, les acteurs culturels ont rencontré le ministre de tutelle. Le message de Abdoulaye Diop: respecter les mesures de protection individuelle pour la continuité des activités culturelles. Le tourisme également se réajuste. La résilience tourne autour de 75 milliards de nos francs. Les conventions de financement ont été remises au ministre en charge des Finances et du Budget. Du bois fabriqué au Sénégal par des Sénégalais. Ce soir, Réussir au Sénégal fait la promotion du consommé local. Nous irons à la rencontre de Diouf Lambaye, menuisier et tapissier. Les projets et initiatives ont défilé au fil des régimes avec le même objectif, mettre fin à la mendicité des enfants. C'est un vieux serpent de mer qui génère tous les ans 5 milliards de francs CFA pour les maîtres coraniques. C'est ce que révèle un rapport produit par des chercheurs sénégalais, une étude qui suscite des réactions mitigées. En témoigne ce reportage de Abdourahmani et Moussa Fall. Nous sommes sur les deux voies de la Médina, sur la rue 17, angle Blaise Diagne. Devant son commerce chapelet à la main, Mortal Diop dit avoir participé à ces 5 milliards dont ont fait état des chercheurs dans un rapport sur la mendicité au Sénégal, car ayant l'habitude de donner de l'aumône à de jeunes talibés. Un chiffre qui ne le choque pas du tout. Pour lui, il est tout à fait évident que des talibés aillent mendier pour leur maître coranique. Ceux qui connaissent la vie dans les daras savent que la mendicité et les daras vont de pair. Si le talibé ne mendie pas, il ne pourra pas manger. Le maître coranique ne peut pas tous les prendre en charge, c'est sûr. Il ne travaille pas, il ne fait que leur apprendre le Coran. C'est donc normal que le talibé aille mendier, en mon sens. El Hadj Ndiaye, lui, doute de l'exhaustivité du rapport. Par contre, il considère ceux qui font mendier ses enfants comme des clandestins qui exercent le métier de maître coranique. Des maîtres coraniques qui viennent d'habitude des pays frontaliers, l'État du Sénégal, le seul responsable à ses yeux. Où avez-vous vu un Sénégalais aller dans un autre pays avec tous ses enfants pour y faire ce que bon lui semble? Dans ce cas, pourquoi le permettent-ils à des étrangers? Je crois que les autorités doivent prendre ce problème à bras le corps et tenter de le régler définitivement. Une école coranique clandestine, mais pas de mendicité, c'est au niveau des deux voies de Sacré-Cœur. Un groupe de jeunes enfants, garçons comme filles, en communion apprennent le Coran à haute et intelligible voix. Leur maître, un jeune Guinéen, qui à partir des rues les adopte pour leur apprendre le Saint-Coran. Ces enfants que vous voyez là vivaient dans la rue. Nous les avons récupérés tous jusqu'à avoir ce nombre et personne ne mendie ici. Nous leur apprenons le Coran et à chaque fin de mois, leurs parents nous rétribuent s'ils le souhaitent à hauteur de 1000 francs ou plus car nous ne sous-estimons rien. Ce qui est sûr, selon cette enquête de chercheurs sénégalais, des talibés enrichissent des maîtres coraniques venant des pays de la sous-région, précise le rapport. Et à propos de l'état de la démocratie au Sénégal, un autre rapport réalisé par Freedom House and Democracy indique que le Sénégal ne fait désormais plus partie du cercle des 10 pays africains les plus démocratiques. Et ce n'est pas tout. Le rapport dit que notre pays est passé d'état libre à état partiellement libre. Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme n'est pas d'accord et Maître Papsen nous dit pourquoi.
Nous avons des problèmes avec ce rapport pour en faire une appréciation sur le fond. Pour la bonne et simple raison qu'en tant qu'institution nationale en charge de la promotion et de la protection des droits de l'homme au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme n'a jamais été saisi ou n'a pas connaissance de cette structure. Bon, d'après les informations que nous avons, apparemment, cette structure serait donc un think tank. Mais j'estime que quand un think tank fait un rapport sur le Sénégal relativement au niveau de sa démocratie et liberté, mais je pense qu'au moins, ne serait-ce que pour donner un avis, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une institution indépendante en charge des droits humains et de la démocratie et tout, devrait quand même être saisie. Mais nous n'avons aucune idée sur cette structure, la façon dont il a travaillé, quels sont les éléments qu'il a utilisés. C'est pourquoi nous ne saurions donc émettre un jugement de fond sur ce rapport. Par contre, nous disons toujours et nous persistons à dire que le Sénégal reste une démocratie. Maintenant, la démocratie est un processus. Et aujourd'hui, il y a effectivement des efforts importants qui ont été faits pour le renforcement de la démocratie. Il y a des pas qui restent à faire sur d'autres niveaux. Ça, le Sénégal en est très conscient et nous travaillons au quotidien sur cela. Les libertés fondamentales, les libertés individuelles, nous travaillons au renforcement de ces libertés. Et le coronavirus a fait aujourd'hui 4 morts et 36 tests sur 732 sont revenus positifs. Les autres chiffres du jour font état de 287 patients déclarés guéris et 34 autres encore en réanimation. Et sur le plan de la vaccination, à ce jour, 169 653 personnes ont reçu leur première dose. Et l'IRSF a récemment découvert un deuxième variant britannique au Sénégal. La surveillance est donc fortement renforcée. Malgré la levée des restrictions, le professeur Souleymane Mboup nous demande à tous de ne pas baisser la garde. Le voici avec Babacar Seck. Comme on le sait, ce sont des virus qui subissent des mutations et il y a un nombre de mutations assez important. Il y a beaucoup de mutations, mais comme je vous l'ai dit, il y a les mutations, certaines mutations majeures, E484, Y501, et c'est ça, la première surtout, c'est concernant les anticorps et l'autre concernant la vitesse de propagation. Et on peut retrouver maintenant d'autres mutations. Effectivement, avec le deuxième variant, on a trouvé des mutations qui ne sont pas encore décrites. Mais en tout cas, ce qui le caractérise, c'est cette mutation qui est caractéristique de ce groupe de variants dits britanniques. Mais effectivement, peut-être qu'on peut trouver même des variants beaucoup plus spécifiques dans le futur. Et c'est l'intérêt vraiment d'avoir des systèmes qui sont capables d'assurer cette surveillance-là et le faire de manière régulière et de le rapporter. Et au fur et à mesure également, on apprendra d'ici ou d'ailleurs vraiment les conséquences qui doivent être prises en compte. Mais comme j'ai dit, certains variants déjà sont bien caractérisés par rapport à ces conséquences. À noter que l'IRSF, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, est en train justement de former des chercheurs de la sous-région est-africaine. Ces biologistes sont initiés en nouvelle génération de séquençage. Les détails avec Babacar Seck. Ils sont issus du groupe VIH du réseau ouest-africain de recherche sur la tuberculose, le sida et le paludisme et vont être formés pendant une semaine sur les nouvelles générations de séquençage. Ce sont des technologies qui vont permettre de caractériser les agents infectieux, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons. Tout agent infectieux peut être caractérisé par ces technologies. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du VIH. Et la formation que nous allons donner à ces jeunes Africains, cette formation leur permettra, une fois au pays, de pouvoir mettre en place ces technologies. Et ces technologies, l'application, comme je l'ai dit à l'entame, l'application est vaste. Les disparités au niveau africain concernant les projets de recherche ont motivé la création du réseau ONETAM en Afrique de l'Ouest. Et à ce niveau-là, il y a eu 4 réseaux qui ont été créés pour l'Afrique de l'Est, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique du Sud, mais surtout pour l'Afrique de l'Ouest, qui est le réseau ONETAM, qui est le réseau d'excellence en Afrique de l'Ouest pour le sida, la tuberculose et le paludisme. La prévalence du sida au Sénégal reste toujours faible et la lutte contre la maladie se poursuit. Vous savez qu'on a demandé à chaque pays d'atteindre ce qu'on appelle les 3,90. Et le Sénégal a presque atteint les 3,90. Donc pour vous dire que la lutte, elle est là et la riposte, elle est quand même performante.
par rapport au VIH-Sida. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer la lutte parce que c'est une pathologie dont le traitement est à vie. Les succès des 2 premières phases de Wanatam ont convaincu les bailleurs de financer le réseau à hauteur de 4 500 000 €. Babacar Seck, parlant de lever des mesures restrictives, les acteurs culturels s'en réjouissent. Ils ont rencontré aujourd'hui le ministre de la Culture. Au menu des échanges, de nouvelles orientations pour relancer les activités culturelles. Il a également été question de l'audit de la SODAV, longtemps réclamé par les acteurs. Mamadou Djan, Seydina Mbaye. Le ministre de la Culture a commencé par témoigner le soutien de l'État aux acteurs culturels. Nos chers amis de la culture ici réunis, leur apporter encore toute la compassion et la solidarité du gouvernement du Sénégal, avec à sa tête le premier protecteur des arts et des lettres. Des interdictions dictées par la pandémie sont certes levées pour permettre aux acteurs culturels de souffler, mais il faut rester. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ces mesures. Mais la maladie est toujours là, hélas. Il s'agira aujourd'hui d'interpeller, de faire prendre conscience que la maladie étant là, les seules mesures avec le début des vaccinations, c'est l'autoprotection. Protéger soi-même, se protéger soi-même, respecter encore des mesures barrières. L'État vient à la rescousse des acteurs culturels, d'abord par une enveloppe de 3 milliards, ensuite 2,5 milliards francs CFA, mais la somme semble insuffisante. La tutelle précise que l'artiste doit monnayer son talent. La première mesure prise par le président de la République a été, dans un premier instant, d'octroyer à la corporation 3 milliards de francs, ensuite 2,5 milliards, pour pouvoir atténuer. On ne se substitue pas, encore une fois, à l'activité des artistes, mais c'est une compassion. Ce qu'il faut qu'on soit d'accord d'abord, il faudrait savoir que le métier de l'artiste, c'est comme le métier d'un footballeur, c'est un métier libéral. Un métier libéral, on vit de son talent. Dans les échanges, les acteurs culturels demandent un audit de la SODAV sur la gestion des 3 milliards, ainsi que des clarifications sur le statut de l'artiste. Ils souhaitent qu'un édifice culturel soit baptisé Thionsek. Une autre revendication phare à retenir de cette rencontre entre hommes de culture, il s'agit de la subvention des projets artistiques, un plaidoyer porté par le musicien Diviguissé. Regardez. Cette concertation a été une bonne concertation. C'est bien que le ministre rencontre les acteurs culturels et la presse, mais il faut du temps pour cela. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour en parler, parce que les points, c'est des points importants. On ne peut pas parler de la statut de l'artiste en 2 minutes. Il faut créer des cadres de concertation, des comités de suivi qui vont se réunir pour discuter de la copie privée et pour discuter essentiellement aussi de le statut de l'artiste. Parce que l'heure est grave aujourd'hui. Il est important de se revoir, d'organiser ces concertations et signaler autre chose que nous, les aides, c'est bien. Si on nous donne de l'aide, on va le bouffer parce qu'on n'a pas travaillé plus d'1 an. Il est important aujourd'hui donc de créer et d'innover, de créer en fait ce qu'on appelle des fonds, des budgets, des subventions aux projets artistiques. Et nous pouvons aussi dire que la relance du tourisme et de l'hôtellerie est sur la bonne voie. Le ministre Alioune Sarr a remis à son homologue des finances les conventions de financement de la résilience. 75 milliards de francs CFA sont attendus. Et nous allons à ce propos écouter Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Après 82 milliards injectés dans le secteur durant la période de la Covid, nous voilà aujourd'hui avec une deuxième convention de 75 milliards pour soutenir ces 2 secteurs. Je profite donc de cette cérémonie pour lancer un appel à l'ensemble du secteur privé national, mais également à l'ensemble des citoyens, pour leur dire tous ensemble, mobilisés, nous allons relever ce défi de vaincre la Covid, mais également le défi de relancer l'économie. Parce qu'il faut quand même rappeler que nous devons continuer à avoir les gestes barrières pour vaincre le côté sanitaire de la lutte contre la Covid, mais également nous devons aussi relancer l'économie
source de création de richesses pour notre pays. Cette convention, donc, comme vous l'avez lu ce matin, permettra aux entreprises de pouvoir investir. Donc je voudrais vraiment m'en féliciter, remercier les banques BND et NSIA Bank. Ils ne l'ont pas dit, mais ils ont été sélectionnés au travers d'un processus extrêmement rigoureux. Et je voudrais remercier toutes les banques nationales, puisque nous avons reçu 11 soumissions de banques pour justement accompagner le secteur du tourisme et des transports aériens. C'est NSIA Bank et la BND qui ont offert les meilleurs taux, les meilleurs critères d'accompagnement, et je voudrais donc les féliciter. Et au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, force est de constater que plusieurs quartiers de Dakar vivent une pénurie depuis plusieurs semaines. Les robinets de rue semblent constituer l'unique issue pour ces familles éprouvées à Aïssatou Kane. À Dakar, l'eau ne coule plus à flot. Difficile de s'en procurer, raison pour laquelle ces septuagénaires en ont fait un commerce en fournissant le voisinage. Parfois, j'offre les bouteilles d'eau, les donne sous forme de prêt ou les vends. Vu la situation actuelle, je ne me prends pas la tête. Quand il y a pénurie d'eau, tous les habitants viennent ici acheter de l'eau. J'y gagne parfaitement ma vie. Au robinet d'Ouchoumei, la position basse du robinet facilite l'accès à l'eau. Source de revenus, les personnes viennent en masse et les prix varient entre 25 francs et 75 francs. La position de notre robinet est basse, différemment de ceux des voisins. C'est notre avantage. Ceux qui habitent Benetali viennent en masse s'approvisionner ici. Les maisons aux alentours n'ont pas de pompe. Ils viennent acheter de l'eau ici. Le prix des bouteilles d'eau varie entre 25 et 75 francs. Ça dépend s'il s'agit de seaux ou de bassines. Client assidu du robinet, il fustige le manque d'eau, obligé de l'acheter et même parfois se doucher sur place. À Grand Dakar, même Benetali, nous avons des problèmes d'accès à l'eau depuis des mois. On est même obligé de payer pour s'en procurer. Et comme c'est le robinet qui nous permet d'avoir de l'eau, il faut coûte que coûte le protéger, car apparemment la mairie voudrait l'enlever. Je demande à tous les habitants de s'investir pour éviter cela. La 9e édition du Forum mondial de l'eau prévue à Dakar à partir du 22 mars 2021 sur le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, une occasion de mettre l'accent sur les difficultés de la population à avoir accès à l'eau. Et cette même eau, source de vie, perturbe la quiétude des élèves de l'école Samsam 3 de Diamaguène. Les eaux de ruissellement et même pluviales stagnent dans l'établissement scolaire. Et pour permettre aux enfants d'étudier normalement, les acteurs communautaires et les parents d'élèves se sont associés pour réhabiliter l'école. Leur porte-parole, Abdou Samad Diouf. Effectivement, nous sommes aujourd'hui en train de faire l'inauguration de l'école Samsam 3. Parce que vu les années passées, l'école était en état de dégradation vraiment compliqué. Mais en tant que citoyen, notre devoir, c'est d'abord essayer de faire le maximum de nous-mêmes de réhabiliter cette école. Mais quand on a vu la situation, nous nous sommes réunis en tant que des parents d'élèves, mais en tant que aussi des citoyens, essayer d'aller chercher des partenaires pour qu'on puisse venir aider nos enfants aussi, préparer l'avenir de nos enfants. Parce que quand tu viens ici, la fois passée, les années passées, l'école Samsam vraiment était désolante. Parce que voir nos enfants dans les rues comme ça, c'est encourager des jeunes, des futurs délinquants. Mais si aujourd'hui, on a réussi à réhabiliter cette école, moi je pense qu'on a mené un combat très compliqué. Très compliqué à l'époque. Pourquoi c'était un combat très compliqué? Parce que quand tu te lèves le matin, être un parent d'élève, tu n'as pas eu la chance d'amener ton enfant dans l'école publique. C'est un problème. Parce que tous les parents n'ont pas les moyens. Actuellement, nous sommes dans un quartier que la majeure partie de la population est indigente. Ils n'ont pas les moyens pour aller amener leurs enfants dans les écoles privées. Donc si aujourd'hui, Dieu nous a aidés à construire cette école, vraiment c'est quelque chose de bien et c'est un acte purement citoyen.
L'actualité de ce mardi nous emmène à la RTS. Racine Talla est au bord du mur. Le syndicat des travailleurs de la RTS lui demande de signer sans délai un accord d'entreprise. Dans le cas contraire, le directeur général de la télévision nationale est invité à quitter son poste. Aïssatou Kane. Une assemblée générale qui s'est déroulée dans une ambiance électrique. Le secrétaire général de la CNTS dépoussière des doléances vieilles de 2 ans. Depuis, selon lui, le directeur général de la RTS reste de marbre. Le directeur général qui ne veut pas signer leur accord d'établissement. Dire que le président de la République a donné des instructions fermes aux organes de presse de signer tous les accords d'entreprise. Au moment de signer, il nous oppose l'histoire de la clause de mobilité. Comme quoi il ne peut pas affecter les agents qui sont à Dakar. C'est une chose qui n'est pas vraie. Il est là depuis 2012 et depuis 2012, il n'a cessé d'affecter des agents. Il exige le départ de Racine Talla s'il ne répond pas à leurs demandes. Donc il n'a qu'à nous signer notre accord. Mais s'il ne peut pas le signer, il n'a qu'à déguerpir de la RTS. Nous allons faire des déballages. Vous verrez qu'il ne gère pas cette maison de manière catholique. Cet agent de programme à la RTS est en désaccord avec le SYNPICS. Selon lui, ce bureau est illégitime. Pas légitime quoi. Donc déjà c'est un mandat depuis 2 ans. Ils ne sont pas compétents. Il est temps aussi de bureau quoi. C'est ça. Le secrétaire général du SYNPICS nie en bloc les affirmations sur le calendrier de renouvellement du bureau. Ces agents que vous venez de voir dire que mon mandat est arrivé à expiration n'ont rien compris. Vu les conditions de la Covid, personne ne peut s'organiser en assemblée générale. C'est la première raison. La deuxième, on allait faire le renouvellement parce qu'on a perdu 4 de nos membres. Malheureusement, toujours, la Covid est encore là. C'était un prétexte, un faux prétexte. Parce que celui qui les a instrumentalisés, à savoir le directeur général, lui-même, il est à la retraite depuis 4 ans. Peut-être que le président l'a oublié. Après avoir rappelé leur objectif principal, le combat pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, l'Assemblée générale a voté la résolution du nivellement par le bas pour un bon traitement salarial. Par ailleurs, l'Assemblée désapprouve la clause de mobilité et demande le départ immédiat de Racine Talla. Une note de sport. L'équipe nationale du Sénégal a atterri ce mardi à Brazzaville. Elle va affronter ce samedi la sélection du Congo en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. À bord d'un vol spécial assuré par la compagnie Air Sénégal, la délégation composée de 25 joueurs du staff technique, médical et de sécurité est conduite par le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. À noter également que l'avion a quitté la capitale française, Paris, hier en fin d'après-midi, avant de faire une brève escale à Dakar pour récupérer une partie de la délégation. La suite du journal. Ils sont artisans, menuisiers et tapissiers. Ils exposent dans la rue de Dakar. Réussir au Sénégal s'intéresse à l'un d'eux, Diouf Lambaye. Son atelier de menuiserie et tapisserie se trouve à la Médina. Un travail passionnant, a-t-il confié à Omar Kane et Moussa Fall. Il s'appelle Diouf Lambaye. Le bois n'a aucun secret pour lui. Lit, armoire, table, fauteuil. Il fabrique tout en matière de menuiserie et tapisserie. Je peux fabriquer tout ce qui touche à la menuiserie et à la tapisserie. Diouf Lambaye a embrassé le métier en 1992 après avoir arrêté les études en classe de 5e. Il débute comme apprenti. Aujourd'hui, il est patron et emploie plus de 30 jeunes dans son atelier. Je n'ai pas pu terminer mes études. J'ai arrêté en classe de 5e pour aller faire autre chose. Parce que tout le monde ne peut pas travailler dans des bureaux. Certains vont travailler dans les bureaux et les autres vont aller faire autre chose. C'est après que je suis venu chercher du travail à Dakar et que j'ai appris les métiers de la menuiserie et de la tapisserie. Employer plus de jeunes, c'est le rêve de Diouf Lambaye. Pour ce faire, il a besoin de l'appui de l'État du Sénégal. Diouf Lambaye est convaincu que les meubles importés
n'ont plus leur place au Sénégal. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je suis parti de rien pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Si l'État nous appuyait, toutes ces importations de meubles allaient cesser. Tous ces meubles que vous voyez sont fabriqués par des jeunes de ce pays. Certains clients ont même du mal à y croire quand ils voient les meubles que nous fabriquons. Ils pensent que ce sont des meubles importés. Donc nous avons juste besoin de soutien de l'État au Sénégal. Diouf Lambaye n'est pas le seul modèle dans son genre au Sénégal. Des jeunes qui ont arrêté les études pour apprendre un métier. Mais tous n'ont certainement pas la conviction qu'il est possible de rester Merci à Omar Khan. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Sans oublier toute l'équipe de la régie. Cheikh Hassan Fall revient pour la suite de la Total Bloc d'information. Et je vous donne rendez-vous demain à 19h45.